dis-nous comment est-ce qu'on peut relancer l'économie malienne, comment est-ce qu'on peut sortir de ces faux débats, diminuer ou augmenter ça, mais pour que chaque Malien puisse vivre dignement. C'est le plus important. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut poser cette question-là à Mao. Voilà. Sauf que c'est toi qui devrais la poser. Non, c'est pas comme ça que je vais la poser. Non, c'est pas comme ça. Alors, il va la poser. Mao, c'est vrai que il y a lieu de relancer l'économie malienne, oui. Mais maintenant, ce qu'on veut savoir, est-ce qu'un certain niveau de redressement du train de vie de l'État peut contribuer à cette relance économique? C'est ça la question, M. Diakité. Oui. On y va. Bon, campons le décor d'abord. Nous vivons une crise multidimensionnelle depuis une douzaine d'années. L'État est la puissance publique. L'État est le régulateur. L'État est le premier vendeur et le premier acheteur. Je reviens, l'État est la puissance publique. Le budget d'État sert d'abord à une fonction politique. Parce que c'est à travers les allocations, comme M. Konaré l'a dit, quand il a dit regroupons, mais les ministères, ces allocations budgétaires, ces lignes budgétaires, ce sont des priorités nationales. C'est le budget qui définit les priorités nationales. Actuellement, nous avons la défense et la sécurité qui sont regroupés comme premier poste budgétaire. Et je viens de constater que la santé et les affaires sociales viennent de dépasser les enseignements comme deuxième poste budgétaire. Mais au-delà de cela, ce que je puis dire, c'est que nous sommes en comptabilité publique. Donc, il y a les dépenses, les ressources et les dépenses budgétaires, les charges budgétaires. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut optimiser les dépenses publiques. Chaque franc qu'on doit dépenser sur quelque chose, il faut s'assurer que c'est bien dépensé et que ça va où ça doit aller. Mais aussi, la contrepartie, c'est la mobilisation des ressources internes. Et il y a une difficulté là, parce que depuis quelques années, avant, nous bénéficions jusqu'à 20% du budget venait de l'assistance extérieure. Personne n'en parle. Ça n'existe plus. Et ces 20% qui venaient de l'extérieur du Mali, ce que certains appellent l'aide publique au développement, vous avez au moins la moitié des investissements publics, les routes, les écoles, les centres de santé qui venaient de cela. Donc maintenant, moi j'ai fait un post que des gens ont interprété. Moi je n'ai pas voulu interpréter, j'ai juste donné les chiffres, je voulais que chacun fasse son idée là-dessus, sa religion là-dessus. Mais on constate que les dépenses en investissement de l'État sont en train de baisser au fur et à mesure. Et c'est le fonctionnement qui augmente. Et Nabi a donné une très bonne explication. Les dépenses de personnel, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Vous savez, les salaires de la fonction publique malienne sont parmi les plus bas de la sous-région, peut-être en dehors du Burkina et du Niger. Tout à fait. Donc on est en train de les valoriser à cause des clauses sociales, des négociations qui ont été quand même signées récemment. Le pacte social. Le pacte social, pour aller davantage vers l'inclusion sociale. Parce que, vous savez, entre la loi de finances rectificative 2022 et le projet de loi de finances 2023, comme Nabil l'a dit, les salaires ont augmenté de 74,4 milliards. Et cela est très important parce qu'il faut que les fonctionnaires puissent tenir leur rang, parce que, évidemment, un fonctionnaire qui est sous-payé, évidemment, ça va poser quand même des tentations. Mais en dehors de cela, là où il faut réduire, c'est au niveau des dépenses ordinaires de l'État. Les achats de biens et services au niveau de l'État en 2024 sont de l'ordre de 567 milliards. 567 milliards. Millions ou milliards? Milliards de francs CFA. Robert, tu es avec les milliards, c'est l'État. Les achats de biens et de services, y compris les petits matériels et le lait dont M. Konaré affectionne si bien. Les véhicules aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi que vous avez aussi, c'est ce que Nabi disait, c'est ça qui fait tourner l'économie. Parce que, par exemple, si on va acheter des rames de papier ici, bon, le DFM qui passe au marché, on va au marché, ensuite ça tourne. Bon, tout ça, ça fait tourner l'économie. Mais n'oublions pas, il y a les transferts et subventions. L'État, malgré les difficultés qu'il traverse en cette période trouble de déficit budgétaire, dépense 465 milliards
en transferts et subventions. Vous savez ce que sont les transferts et subventions? Non. Il y a les bourses des étudiants. Oui. Il y a les subventions aux intrants agricoles. Il y a les subventions pour EDM, Le carburant. pour le carburant et Oui. pour, pendant le ramadan, tout ce qu'on subventionne, etc. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais, 465 mais parce que milliards. moins de 5 millions de Maliens, 5% des Maliens ont accès à la protection sociale. Vous savez, un pays, la solidarité dont on parle, mais l'État joue un grand rôle régulateur dans tout cela. Et chaque fonctionnaire qui a à sa charge au moins une dizaine de personnes. Évidemment, ça ne veut pas dire que le secteur privé doit être lésé. Évidemment, je pense qu'il faut laisser une bonne place au secteur privé. Mais en dehors de cela, ce que je vois, c'est qu'au niveau des ressources financières qui sont mobilisées, notamment les ressources budgétaires, qui sont insuffisantes, il faut mobiliser davantage. Maître Konaré l'a dit, très peu de Maliens payent des impôts. Mais parce que nous avons une économie largement informelle. Le ministère des Finances a fait une très bonne étude, l'Institut national de la statistique, l'année dernière, en 2023, pour dire que 98% des unités économiques au Mali sont informelles. Donc il n'y a que 2% de formels. Mais la Direction générale des impôts, selon une étude qui a été faite, que 5% des Maliens payent 5% des contribuables maliens payent 95% des impôts, généralement les grandes entreprises. Ouais. Et ce sont ces grandes entreprises qui sont handicapées aujourd'hui par la crise, y compris la crise énergétique, qui a un impact sur l'économie, sur le social, et sur la sécurité, sur tout, sur la vie de tous les jours. Et ce que je puis dire aussi, c'est que, en dehors de tout ce que cet État fait, maintenant, au niveau de la mobilisation des ressources, ça repose à 92% sur deux services, les impôts et les douanes. Ouais. 55% pour les impôts et 37% pour les douanes. Donc, vous voyez, trop d'impôts tue l'impôt. Il faut élargir l'assiette fiscale, il faut formaliser les entreprises, il faut relancer l'économie, mais c'est l'État qui peut faire cela à travers la relance budgétaire. Et quoi qu'il en coûte, il va falloir, les critères de convergence macroéconomique ont été suspendus. On dit que notre masse salariale est au-dessus de ce qui est permis par les critères de convergence. C'est vrai. Nous sommes au-delà de 50, nous sommes à presque 50%, alors que c'est jusqu'à 35%, la masse salariale par rapport aux recettes fiscales. L'endettement, nous ne sommes pas trop endettés. La dette publique est à environ 51,6%, alors que le taux on est surennoté à partir de 70%. C'est-à-dire, si l'encours de la dette dépasse 70% du produit intérieur brut, vous êtes surendetté. Donc, et la pression fiscale est à 14,8%, alors que elle devrait être au-delà de 20%. Dans les pays industrialisés, c'est 25-30%. Mais nous sommes dans la moyenne de l'UEMOA par rapport à cela. Et si on n'élargit pas l'assiette fiscale pour que tout le monde paye un peu, évidemment, ça va handicaper l'économie et c'est un peu cela la difficulté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous sommes dans un budget de crise. Le fonctionnement continue à augmenter, la paix sociale, la sécurité, la défense, mais aussi un poste très élevé de l'agriculture et aussi les enseignants. Bon, tout cela, et tout est urgent, la santé aussi. Donc quand le fonctionnement augmente et que nous n'avons plus cet apport extérieur, évidemment, donc les fonctionnements augmentent par rapport aux investissements, mais c'est le contexte qui fait cela. Mais il va falloir qu'un pays ne peut pas se développer en empruntant pour financer son fonctionnement. Ce qui fait croître l'économie, ce sont les investissements. Donc, que ce soit les investissements privés, de même que les investissements publics, il faut encourager cela et donc il faut travailler davantage avec le secteur privé national et international aujourd'hui pour que les investissements puissent croître en cette période de disette. Mesdames, Messieurs, la semaine a